18h, cave 72 chez Maman Nationale, PK, Brazzaville. Une ambiance de chouille flottait d'un bout à l'autre de l'avenue d'Asia. Les enseignes des deux rives concurrençaient la brillance des étoiles. Cette artère rutilait d'un charme que masquait la lumière du jour. Ndombolo, rumba, coupé décalé, diffusé de toutes les terrasses de la rive de Pandore s'entremêlaient, corrompaient la paix des quelques avenues voisines. Ce fatras de musique connaissait des trêves où se dégageait une euphonie. Lorsqu'un disque jockey rendait hommage à Black Micmac, s'ensuivait une réaction uniforme. Toutes les musiques cessaient simultanément et un chœur des voix de toutes les terrasses répondait « Tozo le laliwanayo ». Le ciel ému ne voulut rester en marge. Il pleurait Black Micmac en arrosant de crachins la terre où il reposait. À la terrasse de cave 72, filles et femmes manœuvraient leur corps au rythme d'une chanson de Kratos, une exhibition de jeux de reins, de derrière remués, de poitrines secouées. Garçons et hommes s'émerveillaient de cette démonstration de souplesse si bien accomplie. Esther aidait à servir les clients. Didi exécutait une danse grotesque proche du bougalou et de l'épilepsie, tandis que Ferdinand et Verdas vidaient les bouteilles de bière, livrant à Stéphane les grandes lignes de leur histoire, indifférent à l'humiliation que s'infligeait Didi. On peut compter sur toi. Stéphane rongea son stylo et son bloc-notes dans son sac à dos. Vous pouvez compter sur moi pour écrire votre histoire. La perversion bénissait les lieux. Alcool et sexe se consommaient. L'argent se dépensait sans frein. PK recouvrait sa santé. Maman Nationale trouva que ce fut bon. Bonjour, M. Atiki. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre temps pour cette interview. Pourriez-vous vous présenter et partager avec nous votre parcours littéraire, s'il vous plaît? Alors, donc, on m'appelle Fan Atiki et j'ai 30 ans, donc je suis relativement jeune et je suis slammer à la base. Et puisque je peux dire que ma carrière littéraire, puisque je considère le slam comme étant de la littérature, donc ma carrière littéraire commence par le slam et ensuite en multipliant les scènes chez moi au Congo, donc à Pointe-Noire d'abord, qui est la deuxième ville du Congo-Brazzaville, et ensuite à Brazzaville, la capitale, j'ai fini par essayer de m'étendre vers un autre genre, vers un genre beaucoup plus ouvert qui me proposerait un peu plus de liberté artistique et aussi de liberté narrative. Et donc, c'est là que je tombe d'abord dans l'exercice de la nouvelle. Je n'ai pas publié de nouvelles, malheureusement. Bon, pour l'instant, je n'ai pas publié de nouvelles. J'espère bien que le recueil de nouvelles que j'ai préparé sera publié un jour. Et donc, je me suis exercé longtemps à la nouvelle. Et puis, un jour, j'ai essayé le roman et ça a donné ce que ça donnait. Donc, Cave 72, qui est mon premier roman et mon seul d'ailleurs jusqu'à présent, qui est mon premier roman et un roman qui m'a valu le prix Voix d'Afrique. Donc, un prix initié par les éditions Jean-Claude Lattès, la radio RFI, donc Radio France Internationale, et aussi la Cité internationale des arts, où j'ai été en résidence pendant 2 mois. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'envoyer votre manuscrit au concours de prix Voix d'Afrique? Je rappelle que vous avez remporté ce concours. Et, alors, il faut dire que déjà le fait que je n'avais rien à perdre. Et puisque lorsque j'apprends la nouvelle du prix, déjà la première édition, je peux dire que j'étais à la moitié, j'étais à 50% de la rédaction du roman. Et donc, je n'étais pas pressé, je voulais bien prendre mon temps pour écrire ce roman, puisque j'avais entamé la rédaction de ce roman, je peux dire, en début 2020. C'était ce qui correspond d'ailleurs à la période où nous avons été en confinement à cause du Covid. Et donc, à partir de là, au bout d'un moment, en 2021, lorsque j'apprends lorsqu'on annonce la deuxième édition du prix Voix d'Afrique,
À ce moment-là, je suis à 90% de la rédaction du roman et j'avais estimé à ce moment-là que je n'avais rien à perdre, puisqu'on connaît le monde de l'édition, même en Europe, se faire éditer, ce n'est pas facile. Et chez nous, au Congo, ça l'est encore moins. Et Mhm. donc, pour moi, c'était une aubaine, une opportunité à ne pas rater. Et donc, telle a été la motivation, en fait. C'est ce qui m'a poussé à envoyer mon manuscrit à ce prix. Parce que je me disais, dans tous les cas, je n'avais rien à perdre, je n'avais que tout à gagner. Quelle a été l'inspiration pour votre livre? Il s'agit de faits réels. Existe-t-il vraiment une cave 72? Alors, quelle a été l'inspiration? Il faudrait dire que pendant la rédaction de ce roman, je m'inspirais de tout. Et j'ai aussi été influencé par plusieurs auteurs. Mhm. Et bon, pas que des auteurs de romans, mais aussi des auteurs de textes de slam, des auteurs comme Abd al-Malik, hein, Grand Corps Malade, Souleymane Diamanka. Et donc, il y a eu des auteurs de ce genre qui m'ont beaucoup influencé. Et donc, en ce qui concerne la littérature, il y a eu Julio Cortázar, il y a eu euh, Edgar Allan Poe qui m'a longtemps influencé, mais surtout Flaubert et Emmanuel Dongala qui m'ont beaucoup influencé. Donc, les œuvres m'ont beaucoup inspiré aussi dans la rédaction de ce roman-là. Alors, ils m'ont inspiré ou influencé dans un aspect purement technique et artistique. Mais en ce qui concerne l'idée même de ce roman, non, mais c'est le quotidien en fait. Je me suis appuyé sur le quotidien des Brazzavillois parce que déjà que le bar pour nous est quelque chose de très symbolique. C'est un espace dans lequel on a accès à, à une liberté d'expression. Donc on dit des choses, on a aussi accès à un réel partage, à un réel échange, à un passage de témoins entre des générations. Donc c'est tellement symbolique, l'idée du bar, ce n'est pas qu'un endroit où règne la perversion et la perversité. Non, non, non. Il y a une atmosphère beaucoup plus propre et beaucoup plus noble, en fait, dans les bars ici, au Congo. Donc, toute cette ambiance me parlait tellement, puisque avec des amis, hein, comme tout le monde, quoi, voilà, on fréquente aussi des bars, on investit des bars pour discuter, pour refaire le monde, un peu à l'image des personnages qui figurent dans le roman. Et donc, il y a ça, ces faits-là, ce quotidien qui m'a beaucoup inspiré, et aussi un peu l'atmosphère politique de mon pays, dont Mhm. je me suis servi pour essayer de mettre en place une certaine base, une sorte de décor dans lequel évolueraient mes personnages, parce que j'avais besoin de ça, d'une vraie base dans laquelle mes personnages vont évoluer, et une base qui va donner un sens, une cohérence à l'histoire. Et bon, cela ne dit pas qu'il y a forcément disons qu'on fomente tout le temps des coups d'État. Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a eu des vécus, voilà, il y a eu des histoires de ce genre. Et je me suis tout simplement inspiré. Mais l'histoire en elle-même n'est pas tirée d'un fait réel. Non, ça relève de mon imagination puisque, comme je l'ai dit, donc je me suis simplement inspiré de notre atmosphère, de ce qui se fait, des spéculations de chez nous, des rumeurs, voilà, que j'ai essayé de regrouper comme des détails qui m'ont servi à bien façonner cette histoire. Donc, sinon, il y a, oui, il y a certains éléments qui sont vrais, certaines histoires qui sont vraies. Par exemple, lorsque j'essaie de retracer un peu la, la guerre civile de 97, Mhm. oui, voilà, donc l'étape même, la situation de la guerre civile, elle est réelle. Donc, tout ce qui est cité à ce niveau-là, tout est vrai. Mais au-delà de ça, non, il y a une grosse part de fiction puisque s'il faut assimiler la fiction au mensonge, donc on dirait que une bonne fiction est celle-là qui est composée peut-être à 10% du réel.
tout comme le mensonge, on dit qu'un bon mensonge est celui-là qui est composé à 10% de vérité. Voilà. Je cite un petit extrait de la page 42. Nous sommes un pays de 4 millions d'habitants, dont la moitié sont écrivains, encore un désespéré qui pense devenir le prochain Sony ou Alain ou Lopez. Donc, ma question est, quel rôle joue la littérature au niveau de la fierté nationale? Les gens lisent-ils beaucoup? Est-il vrai que beaucoup de jeunes aspirent à la carrière littéraire? Quelle était votre ambition, votre motivation en écrivant ce roman CAV 72? Alors, oui, il y a… La littérature suscite un énorme engouement ici à Brazzaville. Bon, quand je dis Brazzaville, c'est tout simplement pour parler du pays, donc du Congo, pour préciser. Et donc, on considère le Congo-Brazzaville comme étant une terre de littérature, puisqu'on connaît, on a connu et on connaît encore des personnages emblématiques de la littérature congolaise qui ont influencé le monde, à l'image de Sonny Labutansi, d'Emmanuel Dongala. On va parler aussi de Chikaya Utamsi. Voilà, et il n'y a pas que, il y a aussi les Chivele Chichela. Voilà, donc ils sont nombreux, les Tachilutar, ils sont nombreux. Et ce sont des auteurs qui ont marqué, voilà, notre histoire et qui continuent d'impacter. Voilà. Et donc, la littérature a une énorme place ici même au Congo. Les jeunes aspirent à devenir écrivains, pas toujours pour faire une énorme carrière dans ce domaine. C'est juste que on a la culture de partager, de donner en fait. Aussi, on va dire qu'on a cette culture de littérature très présente, très prégnante en fait dans nos traditions, puisque je peux dire que nous avons connu ce qu'on qualifie maintenant de littérature orale. Donc, à l'époque, il y avait des nzonzi. Lorsqu'on se retrouvait dans des mbongi, il y avait toujours un monsieur âgé qui regroupait les gens pour raconter des histoires autour du feu. Donc, il y avait cette littérature orale-là très, très présente. Et du coup, il n'y a qu'un pas, en fait, entre l'oralité et l'écriture, en fait. Et l'écrit, il n'y a qu'un pas. Et d'autant plus que dans cette littérature orale, on y mettait tous les ingrédients qu'il fallait, tous les ingrédients qu'on retrouve dans les romans, donc le suspense, voilà, la technique, le style, il y avait vraiment tout. Et si bien que dans cette culture, en fait, cette culture ne nous a pas quittés, elle a toujours été présente et elle s'est répartie dans les 4 millions de Congolais qui pensent toujours à écrire quelque chose. Comme je l'ai dit, pas forcément pour faire une longue carrière, mais juste parce que on se sent investi dans le devoir d'écrire quelque chose, d'écrire pas toujours pour soi, mais pour l'autre d'abord, pour l'autre. Partager une histoire, partager une expérience ou simplement distraire ou réussir à amener à une certaine réflexion. Donc, c'est ça un peu les motivations. Maintenant, en ce qui concerne l'impact même de la littérature ici, oui, il y a beaucoup de jeunes qui lisent pas toujours les livres qu'on aimerait qu'ils lisent, puisqu'il y a pas mal de polémiques sur les auteurs. Il y a certains qui sont reconnus comme étant des littérateurs et d'autres qui ne sont pas reconnus en tant que tels parce que le système aimerait que ce soit ainsi. Mais néanmoins, les Congolais lisent beaucoup et quelquefois, ils font fi du succès ou encore du genre. Tout ce qui leur importe, c'est de lire. D'autant plus qu'il y a des petites librairies, donc il y a des librairies éphémères chez nous. Il y a pas mal de librairies éphémères chez nous, des librairies de rue. On arrive, il y a beaucoup de livres qui sont là, étalés à même le sol et qui sont revendus moins cher. Et ce qui fait avec 500 francs CFA, on peut se procurer un bouquin. Et donc, ça marche, les gens lisent. Mais il y a quand même un petit frein, c'est que lorsqu'on veut, à un moment, lorsque on veut se procurer un grand auteur, par exemple, si on ne l'a pas au hasard comme ça,
dans la rue, à ce moment, il nous est difficile d'avoir accès à cet auteur parce que le coût du livre dans une librairie est assez élevé. Donc, dépenser 15 000 francs CFA pour un livre, ce n'est pas donné, d'autant plus voilà, lorsqu'on connaît le pouvoir d'achat du Congolais moyen. Mais néanmoins, il y en a qui s'intéressent vraiment à la littérature. Ma motivation a été toute simple, ou disons que j'en ai eu plusieurs. Et parmi tant d'autres, il y a eu cette responsabilité de génération. Donc, ce devoir pour lequel je me sens investi, qui consiste à, à dire des choses, donc à mettre du doigt sur des injustices. Il y a ça. Et aussi à montrer, en fait, comme aurait dit Sonny Laboutansi, à montrer le côté de l'existence où il se passe quelque chose. Et justement, du côté de Brazzaville, là où il se passe quelque chose, c'est du côté du peuple, c'est du côté de la jeunesse. C'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est là qu'il y a une énorme préparation, qu'il y a une énorme révolution qui se met en place. Je ne parle pas de rébellion, parce que je veux quand même nuancer tout ça. Je ne parle pas de rébellion, je ne parle pas de révolte, mais je parle de révolution, parce que sur le plan artistique, on finit par connaître une certaine révolution. Sur le plan, dans le domaine du sport, là aussi, on connaît une révolution. Voilà, dans le domaine de l'éducation, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est vrai que nous avançons à pas d'escargot, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Il y a des jeunes qui se lancent de plus en plus à la réflexion, qui, j'ai envie de dire, qui démocratisent même l'idée de la pensée et qui réalisent qu'en fait, penser, c'est essentiel même pour la progression d'un État, d'un pays. Donc, il y a énormément de choses qui se mettent en place petit à petit et j'avais envie de le faire savoir. J'avais envie de faire comprendre aussi au reste du monde que l'Afrique, ce n'est pas que la faim, l'Afrique, ce n'est pas que les guerres, l'Afrique, ce n'est pas que tout ce que les médias nous présentent de néfaste et de négatif, mais l'Afrique, c'est aussi la littérature, c'est aussi la réflexion, c'est aussi de la philosophie, c'est de la culture, c'est des jeunes engagés et engageants en même temps. Donc, l'Afrique, c'est également de la joie, c'est de l'ambiance. Voilà, donc c'est justement le beau temps, la chaleur. Voilà, c'est ça aussi l'Afrique. Donc, essayer de montrer un aspect très positif de l'Afrique et aussi faire comprendre qu'on peut très bien évoluer dans cet espace africain, malgré tout ce qu'on peut connaître, hein, malgré tout ce que les médias peuvent présenter. Non, mais il fait bon vivre en Afrique. Voilà. C'est ce qui est dommage d'ailleurs, parce il y a tellement de stéréotypes en fait au sujet de l'Afrique et des stéréotypes qui sont faux. Voilà, donc il fallait quand même montrer cela aussi aux gens, qu'ils arrêtent de croire que quand on arrive en Afrique, il y a forcément des femmes qui sont excisées ou je sais pas, qu'il y a forcément des rebelles quelque part qui viennent pour amputer des gens d'un membre ou peut-être pour décapiter des gens, qu'il y a forcément des viols. Non, 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 non. Je crois que partout dans le monde, euh, chaque pays connaît ses périodes d'instabilité. Par exemple, en Europe, il y a ce phénomène, on va dire, d'attentat, voilà, qui est régulier, qui effraie un peu l'Europe. Donc, on va dire que ça, ce sont des problèmes qui nous concernent, qui sont propres à l'Europe. Donc, nous aussi, Africains, nous avons nos propres histoires, nos propres situations compliquées que nous essayons de résoudre. Donc, non, mais n'empêche que il peut toujours avoir des échanges culturels sur, entre les différents continents. Donc, j'invite aux Européens voilà, de venir voir de leurs propres yeux, voilà, de toucher du doigt, comme on dit, voilà, tout ce qui se passe de bien et de beau en Afrique. Et tout comme j'incite aussi les gens, les Africains, à aller en Europe, pas de façon illégale, mais du moins à se rendre en Europe légalement
pour qu'il y ait cet échange-là, ce partage, puisque le métissage ne consiste pas ne s'arrête pas qu'à la couleur de la peau. Hein, ce n'est pas juste deux races, voilà, qui s'accouplent et qui proposent, j'ai presque envie de dire, un humain qui incarne à la fois les deux cultures. Non, le métissage, c'est aussi cet assemblage-là, cette addition culturelle ou traditionnelle ou historique. Pour moi, c'est ça également le métissage. Tout à fait. Quelle est la symbolique de la cave 72? Alors, la cave 72 représente, comme je l'ai dit en amont, donc c'est un bar. Oui, donc c'est un espace où les jeunes et tout le monde d'ailleurs, où toutes les classes sociales se retrouvent pour discuter, pour passer du bon temps, pour essayer d'affronter ces démons. Voilà. Et aussi pour dire ce qu'ils ont à la fois dans le cœur et dans la tête. Donc, c'est un endroit investi par beaucoup de citoyens. Et 72, ici, représente l'année 1972. En fait, en 1972, il y a le Congo-Brazzaville qui avait remporté la Coupe d'Afrique de football, en fait. Et donc, cette année-là, les gens avaient cru au fait que tout est possible, en fait. Donc, pour tous les Congolais, tout était possible parce que 72, cette année, remporter la Coupe d'Afrique représentait la réussite en tant que telle. Et du coup, on s'est beaucoup servi donc de cette année comme étant d'une grande année d'ailleurs, pour nous rappeler que oui, lorsque les choses vont mal, on ne doit pas oublier qu'il y a eu cette année 72 où tout était possible. Et donc, cette dame, la tenancière de la cave 72, s'est inspirée justement de ce fait pour se convaincre à elle-même qu'elle avait franchi une autre étape, puisque l'histoire dit qu'elle a commencé, quand je dis elle a commencé, en fait, le commerce, voilà, dans la vente des beignets. Donc, elle vendait des beignets et elle est passée donc de la vente des beignets à tenancière de bar. Et pour elle, franchir ce pas, c'est aller vers la réussite. C'est une victoire sur l'impossible, puisque généralement, lorsque on vend des beignets, on est considéré comme étant au bas de l'échelle sociale. Donc, elle a considéré que puisqu'elle a pu franchir ce pas, il fallait quelque chose, il fallait un nom symbolique que les Congolais comprendraient tout de suite, d'où cave. Donc, il renvoie ici à un débit de boisson, donc à un lieu où est stocké voilà, de l'alcool, et 72 qui renvoie à l'année où tout a été possible. Parfait, merci. Donc, maintenant, une citation. Ils étaient convaincus que la culture et l'éducation étaient les seules armes de ces jeunes. Scènes ouvertes de slam et de poésie, et les lectures publiques sur l'avenir d'Asia étaient leur seule entreprise. Page 190. Quel est l'état de l'apprentissage littéraire dans les écoles? Attribue-t-on beaucoup d'importance à celle-ci? Est-ce que l'expression slam est devenue un moyen populaire pour la jeunesse congolaise? Le slam, c'est répandu, mais en plusieurs années. Parce que s'il faut faire la petite historique du slam ici au Congo, donc le slam arrive au Congo en 2007. Et donc en 2007, il y a un slameur lillois qui s'appelle Loïc Bonimard, sous l'initiative à l'époque, c'était le Centre culturel français. Voilà, donc arrive à Pointe-Noire, qui est la deuxième ville du Congo, Brazzaville. Donc, il initie des ateliers de slam et à l'issue de ces ateliers, met en place une association appelée Association Les Ateliers du Style Oblique au Congo. Et cette association a eu pour credo surtout de vulgariser le slam partout au Congo. Et donc, on est parti de Pointe-Noire pour Brazzaville d'abord. Et une fois à Brazzaville, on a installé une autre antenne style oblique. Donc, on avait le style oblique à Pointe-Noire et le style oblique à Brazzaville. Et donc,
cette association a tout fait pour répandre le slam d'abord dans les deux villes et petit à petit, les acteurs des deux antennes se sont répandus un peu partout dans le pays, donc à Dolisie et encore beaucoup plus loin, pour parler du slam, pour initier des scènes slam, des ateliers de slam. Et ici encore, nous sommes en train de nous battre pour répandre le slam jusque dans les localités, mais très éloignées, peut-être même abandonnées de la République du Congo. Et donc, pour dire que dans les trois grandes villes du Congo, qui sont Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, le slam est répandu et le slam est très aimé par les élèves et aussi par les enseignants, par les écoles, puisque chaque année, donc l'association Atelier du style oblique au Congo organise un concours qu'on appelle Slam interscolaire. Donc, c'est un concours qui consiste à faire s'affronter plusieurs écoles et bon, pas forcément dans le but de créer des animosités et tout ça, non, bien au contraire, il se trouve que lors de ces compétitions, il y a du fair play, il y a de l'amour, il y a vraiment des échanges, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. C'est tellement émotif de voir les enfants qui ne sont pas de la même école, mais qui se coachent mutuellement. Et c'est tellement plaisant de voir tout ça. Donc, ils nous font une démonstration même de ce que doit être un humain. Et ça nous encourage à reproduire donc cela, à organiser chaque année ce concours. Donc, ce concours aide également à promouvoir le slam. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des scènes ouvertes qu'on organise un peu partout, que ce soit à l'Institut français, que ce soit dans d'autres espaces culturels que je peux citer comme voilà, l'espace Zola ou encore les ateliers SAM. Donc, ça, c'est en ce qui concerne Brazzaville. Et à Pointe-Noire, on a l'espace culturel Jean-Baptiste Tachilutard et l'espace Yaro, voilà, qui initie beaucoup de scènes ouvertes. Donc, qui contribuent vraiment à répandre le slam et à le rendre populaire. Et là, vraiment, le slam est en train de s'imposer, puisqu'il y en a dans certaines écoles, on a adopté le slam comme étant un programme. Donc, chaque année, il y a un coach qui s'y rend et euh, qui est rémunéré pour ça, en fait. Donc, c'est ça son travail, au même titre qu'un prof de français ou qu'un prof d'histoire géo. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se fait là, à ce niveau. Maintenant, l'autre souci, c'est que la littérature, en fait, ce sont beaucoup plus, en fait, c'est beaucoup plus la rue, j'ai envie de le dire ainsi, c'est beaucoup plus la rue ou encore d'autres initiatives, des associations qui intéressent les élèves en ce qui concerne la littérature, qui réussissent à attirer les élèves vers la littérature. Parce que s'il faut se concentrer sur notre système éducatif, on accorde très peu de place à la littérature. Pour preuve, ça fait pas mal de temps que nous avons les mêmes livres au programme, donc il n'y a aucun renouvellement, donc aucune réforme. Et d'ailleurs, récemment, on a essayé de procéder à une réforme, mais on ne sait pas à quoi ça aboutit. Mais sinon, que du côté de l'État, non, il n'y a pas une énorme promotion du livre. Ce sont plutôt des particuliers qui font des choses pour promouvoir le livre. Par exemple, bientôt, il y aura la saison, on va dire, je crois que c'est la saison des cultures littéraires, voilà, qui sera organisée par une certaine maison d'édition, les éditions Plus, voilà, qui fait quelque chose. Et il n'y a pas que les éditions Plus, il y a pas mal d'autres acteurs. Il y a un club de lecture à l'Institut français, voilà, qui chaque premier mardi du mois, voilà, organise des rencontres littéraires à l'Institut français. Et il y a donc ce genre d'initiative qui vraiment attire les élèves. Et il y a aussi la scène littéraire, voilà, donc c'est une association qui là est en train de se battre pour répandre la culture
du livre un peu partout en Afrique. Voilà, donc la scène littéraire qui se bat pour répandre la culture du livre un peu partout en Afrique. Donc, il y a ceux-là donc ce sont tous ces acteurs, voilà, toutes ces personnes qui font avec les moyens du bord pour essayer de rendre vivant, voilà, le domaine du livre ici au Congo. Après, il y a, en parlant des particuliers, il y a des amis avec lesquels, bon, nous, on se fait appeler les têtes brûlées. Donc, avec eux, nous organisons quelquefois dans des bars, des discussions, autour voilà, de n'importe quel sujet. Ce n'est pas toujours euh, des sujets philosophiques et tout ça. Non, il s'agit parfois de sujets très ouverts, populaires. Par exemple, récemment, on a parlé du mariage. Voilà, donc on a essayé de discuter autour et on a essayé de donner des réponses avec des références littéraires, des références voilà, avec des témoignages et tout ça. Donc, et aussi, donc, on organise quelquefois des nuits de la lecture. Donc, on se retrouve dans un bar et on se lance dans des performances. On lit des auteurs ou quelquefois on se retrouve dans le salon d'un ami. Donc, on invite beaucoup de gens et on se met à lire des extraits, que ce soit de poèmes, de romans, de nouvelles et tout. Donc, il y a ces ambiances-là que nous essayons de mettre en place régulièrement pour intéresser les gens et aussi pour casser un mythe qui voudrait que les amoureux du livre soient forcément ennuyeux. Donc, C'est vrai qu'il y a ce voilà, on essaye de briser tout ça. Et c'est pourquoi on organise énormément de choses dans des bars. Parce que, comme je l'ai dit en amont, le bar, il est très ouvert, il est populaire. Donc, en le faisant, on casse un certain mythe, on casse un certain code et on fait comprendre aux gens que le livre, on peut le lire partout et que tout le monde peut lire un livre. On n'a pas forcément besoin d'avoir fait de longues études pour ça. Non, il suffit tout simplement d'avoir des bases, voilà, de savoir lire et écrire et c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Passant devant la porte fermée de sa cave, elle remarqua une inscription écrite en blanc sur sa porte marron. Fermée jusqu'à nouvel ordre. Madame Nationale remarqua le lapsus. L'armée, ça ne connaît aucun autre temps que l'impératif, commenta Madame Nationale. Page 164. Comment perçoit la jeunesse congolaise l'ambiance politique? Alors, avant, on s'intéressait énormément à cette ambiance-là, à cette atmosphère politique au pays. Donc, tout le monde avait son petit mot à dire là-dessus, tout le monde commentait. Mais maintenant, on est beaucoup plus dans une posture dans une posture j'ai presque envie de dire de désinvolture en fait. Donc, on essaie de tout balayer du revers de la main. Donc, en fait, on rit de ce qui se passe. On rit de ce régime totalitaire, voilà, de ce régime autoritaire, de ce régime voilà, qui reflète la dictature. Donc, de cette absence de liberté d'expression. On en rigole en fait. Et c'est pourquoi on se retrouve dans des bars lorsqu'on veut vraiment commenter l'actualité politique, on le fait dans un bar ou encore sur les réseaux sociaux où on se sent un peu plus libre. Parce que de toutes les manières, sur les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut, caché derrière un pseudonyme, voilà, qui va nous protéger un tout petit peu. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce fait que, en fait, on sait que celui qui est à craindre, ce n'est même pas le chef de l'État, parce que ce n'est pas lui le méchant, en fait, dans tout ça. Lui encore, il est peut-être même plus compréhensible que les autres. Mais ceux qui sont vraiment le plus à craindre, ce sont ceux qui sont autour de lui, qui, poussés par un élan de démonstration de loyauté ou de fidélité, ou je ne sais comment qualifier cela, voilà, réussissent à poser des actes parce que de toutes les manières, ils savent qu'ils seront impunis, ils ne rendront des comptes à personne, ils ne seront pas du tout poursuivis en justice. Donc, ceux-là peuvent facilement intenter voilà, la vie d'un citoyen, d'un kidam
aurait prononcé son avis contre un régime ou contre une décision prise par le régime. Donc, ce sont surtout ceux-là qui sont le plus à craindre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, donc soit on se retrouve dans un bar pour commenter et pour en rire, c'est surtout pour ça, pour en rire, soit on fait part de notre désarroi sur les réseaux sociaux. Mais après, on ne sait pas si nous sommes entendus et c'est dommage parce qu'on ne devrait pas s'en prendre aux citoyens qui crachent son ras-le-bol. Parce que pour moi, le citoyen doit être considéré comme étant le premier conseiller du chef de l'État. C'est lui, en fait, qui fait comprendre au chef de l'État que, ah, mais puisque nous, on aime bien appeler tout le monde par papa ou père. Voilà, donc papa, ta politique ne marche pas, essaye de t'améliorer. C'est tout simplement ça le message, en fait. Parce qu'en vrai, on s'en fout qu'il soit là éternellement. Tout ce dont on a besoin, c'est de manger, c'est de vivre décemment, c'est d'être bien logé, c'est de réussir à atteindre un certain idéal de vie, un certain confort. C'est ce à quoi on aspire réellement. Et c'est ça le véritable souci du citoyen congolais. Donc, si on réussit à donner tout ça, tout ce confort aux citoyens congolais, mais non, moi je pense qu'il n'aura aucun problème avec le régime au pouvoir. Donc, c'est ça en fait le véritable problème. Il y a des retraités qui jusqu'aujourd'hui ne perçoivent pas leur pension. Et quand ils commencent à cracher leur ras-le-bol, à ce moment, on en voit quelquefois voilà, les agents des forces de l'ordre et tout ça pour les intimider un tout petit peu, pour la répression et pour l'oppression. Mais ça ne marche pas. Parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement pousser les citoyens à développer en eux une haine contre le pouvoir. Et là, le pouvoir n'a, en fait, il n'y a aucun avantage au pouvoir, en fait. Il n'y a aucun avantage pour eux à inciter le peuple à éprouver une haine à leur égard. Donc, bien au contraire, ils ont tout à gagner. D'abord, à laisser s'exprimer les gens pour qu'on dise au moins qu'au Congo, les gens s'expriment, rien que ça, qu'il y a une vraie liberté d'expression et aussi à prendre en considération ce que le peuple dit pour qu'il y ait une vraie harmonie dans ce pays, pour qu'il y ait une réelle joie de vivre dans ce pays, quoique cette joie de vivre, même lorsqu'elle semble être absente malgré tous les problèmes financiers que nous connaissons, on réussit quand même à s'adapter, à progresser, donc à faire avec. Et d'ailleurs, c'est cette capacité de résilience voilà, et d'adaptation que je loue aussi dans CAV 72, puisque d'une certaine manière, j'évoque ce fait-là et ça prouve la force et la grandeur du peuple congolais. Donc, je loue tout ça. Et en gros, c'est à peu près l'ambiance est à peu près ainsi que nous vivons dans cette atmosphère politique. C'est à peu près cette relation qu'il y a entre nous et les décisionnaires et nos dirigeants, et aussi nous et l'armée, nous et la police, nous et la gendarmerie. Donc, on essaie de créer quand même des distances entre eux et nous. Comme on dit, voilà, on fait notre vie et eux également font leur vie. Et il y a aussi le fait que nos parents ont vécu quelque chose, puisque en leur temps, la situation, en fait, c'est vrai que la situation n'a pas tellement changé, mais seulement ils avaient une certaine manière, eux, d'appréhender la situation euh, qui est totalement différente de la nôtre. Donc, eux encore, à leur époque, c'était quasiment les mêmes problèmes, mais à une échelle beaucoup plus moindre. Par contre, nous, avec le coût de la vie qui ne cesse de grimper, 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 donc la situation devient encore beaucoup plus difficile. Et ce qui fait qu'il y a énormément de jeunes qui courent après de l'emploi et qui, en réalisant qui ne pourront pas voilà, avoir ces emplois-là tout de suite, se lancent donc dans ce qu'on va qualifier de débrouillardise. Donc, ils s'adaptent, ils font feu de tout bois, donc ils partent d'un rien pour essayer d'en faire un métier. Donc, ils se lancent dans toutes sortes de commerces, voilà, et, chose qu'on ne faisait quelquefois pas avant.
puisque il y a des métiers, hein, ça je peux le dire, il y a des métiers pour lesquels le Congolais ne s'adonnait pas. Par exemple, vendre on va dire, des médicaments à la criée. Voilà, donc à l'époque, voilà, ça, non, le Congolais ne se livrait pas à ça. Et ça, c'était plutôt réservé aux étrangers. Donc, Oui. mais au fil du temps, parce qu'à l'époque, on se considérait un peu comme des bourgeois de l'Afrique, avec le boom pétrolier que nous avions connu, tous les Congolais étaient riches. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on se laisse aller quelquefois à certains travaux qu'on n'effectuait pas avant. Mais nous sommes obligés de le faire maintenant parce qu'il y a la crise, parce qu'il faut s'adapter maintenant à cette condition de vie. Et aussi, donc il y a aussi cette transmission de rage, cette transmission de ras-le-bol éprouvée déjà par nos parents, que nous finissons par encaisser en fait et par conserver en nous. Donc en gros, il y a peut-être une double ou une triple rage, voilà, que nous portons, nous, quand je dis nous, donc les jeunes. Donc il y a peut-être une double ou une triple rage que nous portons. Donc chaque génération, en fait, a porté une rage qu'elle a communiquée aux générations qui ont suivi, et ainsi de suite. Et nous portons encore un fardeau un peu plus grand, une rage un peu plus grande, en fait. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ça qui nous pousse à un moment donné à se dire, bon, OK, si on n'en rigole pas, ben, on en deviendrait fou. C'est comme l'humeur de devenir un moyen pour alléger la situation difficile. Et ça correspond aussi à la citation par laquelle commence votre livre, la citation de Sigmund Freud. En plaisantant, on peut tout Tout dire, dire. même la vérité. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Dans votre livre, la prostitution de jeunes filles à sa place. Peut-être ça va expliquer aussi la situation dont on vient de parler ensemble. En effet, un des personnages, Esther, le fait pour subvenir aux besoins de sa famille, plus précisément de sa grand-mère, à quel point l'histoire d'Esther reflète la réalité du Congo ou du Brazzaville, parce que j'imagine bien qu'il y a un écart entre le village et la ville, comme partout. Oui. Est-ce que la prostitution est un moyen courant pour gagner sa vie, vu les conditions actuelles? Comment elle est perçue par la jeunesse congolaise? Car le personnage Didi, il démontre une certaine compréhension vis-à-vis du cas d'Esther. Il dit, je cite, il trouve noble ce qu'elle fait pour nourrir sa grand-mère. C'est à la page 153. Alors là, voilà, tout à l'heure, je parlais des métiers auxquels ne se livraient pas les Congolais avant. Donc, parmi ces métiers, il y avait justement, il y avait également la prostitution. Mais maintenant, la prostitution se répand de plus en plus. Et ça, c'est ce qui est dommage d'ailleurs. Néanmoins, ça leur permet donc je parle des prostituées, ça leur permet voilà, de subvenir à certains besoins. Donc, s'il faut s'apaisantir, par exemple, sur le cas d'Esther, Esther, grâce à la prostitution, a nourri sa grand-mère, mais aussi a pu faire des économies pour payer ses études, pour être capable de payer ses études. Donc, en gros, pour certaines, tout comme pour certains, puisque la prostitution ne concerne pas que les femmes, il y a également une prostitution masculine qui existe, mais qui est un peu plus cachée, hein, qui est moins exposée comparée à la prostitution que nous connaissons, celle qui concerne la gente féminine. Donc, ce sont des moyens qui permettent aux gens, aux Congolais, de pouvoir subvenir à certains besoins, de pouvoir joindre les deux bouts, voilà, et aussi peut-être des moments, juste des moyens qui leur permettent en fait, des moyens de transition, en fait, qui leur permettent de partir d'une étape pour une autre étape. Parce que
lorsque je discute avec les prostituées, puisque je discute beaucoup avec elles, il m'arrive de me retrouver dans des endroits où il y a des prostituées. Quelquefois, je deviens ami, hein, Ouais, je pourquoi fais pas. ami avec ces prostituées-là. On discute et je réalise que qu'elles ont pour la plupart, elles sont douées d'un bagage intellectuel. Donc, on peut vraiment avoir des échanges avec elles. Elles aspirent à autre chose. Elles ne pensent pas le faire toute leur vie. Donc, pour elles, c'est juste passager. C'est comme des tremplins, en fait, qui euh, leur permettent juste de passer d'une étape à une autre. Voilà. Donc, c'est surtout ça. C'est ainsi que les prostituées considèrent d'abord la prostitution au Congo juste comme étant une étape, une transition. Et comment on accepte cela? Alors, lorsqu'on est influencé par l'éducation chrétienne, il y a forcément la notion de moralité qui intervient. Et cette notion de moralité, quelquefois, nous empêche de regarder les choses de façon objective. Donc, il y a cette subjectivité qui s'impose à nous et une subjectivité qui est influencée par notre éducation, donc cette éducation chrétienne. Euh, et donc, on considère la prostitution comme étant un mal sur le plan moral. Et donc, à ce moment, on condamne sans essayer de comprendre. C'est ça le problème, c'est ça le souci. On ne tolère pas, on condamne sans essayer de comprendre et tout de suite, on repousse. Et ça, c'est l'autre souci. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a plusieurs associations qui travaillent pour la réinsertion hein, des femmes prostituées dans la société, et ce, à travers la culture, à travers l'art. Donc, quelquefois, grâce au théâtre, grâce au slam, donc, on réussit à faire quelque chose, à faire accepter ces prostituées ou aussi à casser un peu les idées préconçues comme quoi une prostituée serait forcément une damnée de la société. Donc, il y a au moins ces combats qui sont livrés pour faire accepter les prostituées dans notre société pour leur trouver une place dans cette société-là. Et il y a aussi des citoyens comme Didi qui font fi de cette moralité, qui acceptent l'humain comme il est, parce qu'il est humain, pas parce que il serait ceci ou il serait cela, ou encore qui repousserait l'humain parce que cet humain ne correspondrait pas au profil moral ou éthique qu'il fait d'un citoyen honnête, non? Il y a des gens comme Didi qui acceptent tout simplement l'humain parce qu'il a un cœur, parce qu'il a une âme, et parce qu'il a un esprit, parce qu'il a deux yeux, deux lèvres et tout ça. Et il commence à avoir de plus en plus des gens hein, qui finissent par comprendre cela. Donc, il y a énormément un travail qui s'effectue autour pour casser cette vilaine vision de la prostitution. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la prostitution masculine qui n'est pas répondue. Alors, on peut essayer de se demander, oui, mais est-ce qu'il y a aussi des hommes qui se mettent au coin des rues et qui essaient d'aguicher les femmes ou encore d'autres hommes? Non, il ne s'agit pas de ça, mais c'est vraiment très subtil parce qu'il y a des gens qui s'exposent, non pas dans la rue, mais quelquefois dans des boîtes de nuit, quelquefois en fait, dans des endroits réservés à ça. Donc, il y a des gens qui arrivent, qui savent que je viens dans cet espace juste pour flatter un jeune homme, puisque lui également est venu dans cet espace pour se livrer, pour se vendre à une femme. Donc, il y a des coins comme ça, mais ce ne sont pas des coins qui ont officiellement cette Voilà. vocation-là. Il n'existe pas de gay bar officiel alors. Non, officiellement non. Officieusement non. Officieusement C'est oui, bouche même à si l'oreille en fait.
Oui, oui, c'est vraiment de bouche à oreille. Mais après, le Congolais, il s'en fout totalement. En fait, pour lui, ça n'a pas d'importance. Pour lui, un bar est un bar. Je me souviens, lorsque j'étais encore à Pointe-Noire, avec mes frères, on avait pour habitude de fréquenter un bar, Mhm. voilà, qui était un bar gay. Voilà. Et ça, je l'avais compris que plus tard, mais ça ne nous avait pas empêché de continuer à Mhm. fréquenter ce bar-là. Donc, et aussi quand je voyais autour de moi, non, mais les gens avaient conscience que c'était un bar gay, mais c'est un bar qui connaissait un énorme succès, quoi. Donc, tout le temps, c'était un bar rempli. Voilà, non, mais nous, on s'en fout totalement, hein. On s'en fout totalement. On accorde très peu d'importance à ça. Voilà. Mhm. Oh, ça c'est bien. La fin de l'histoire de votre livre nous délivre une fin inattendue. Symbolise-t-elle la bravure politique de savoir donner une illusion à son peuple sans qu'il ne sache pas le contexte? Oui, mais je crois que c'est le propre de la politique un peu partout dans le monde, parce que de toutes les manières, tous les politiques vendent l'illusion aux gens, ils Oui. vendent l'illusion au peuple. Donc, c'est juste la manière qui change, C'est ce sont juste les mots qui changent. Mais sinon, dans le général fond, un peu. c'est la même chose. Voilà, dans le fond, c'est la même chose. Et, mais en même temps, cette fin, pour moi, était très importante parce que généralement, dans ce genre de roman, on s'attend à, à une sorte de pouvoir contre pouvoir, en fait. Donc, il y a ce pouvoir qui est confronté à un autre pouvoir, et donc le pouvoir qui est détesté, donc le premier pouvoir qui est détesté, qui finit par s'écrouler, et donc il y a un autre pouvoir qui généralement est incarné par le peuple et qui remplace. Mais après, on a été témoin de pas mal de révolutions manquées, de Oui. révolutions ratées. Je vais prendre exemple sur ce qui s'est passé au Congo en 2016, donc pendant les élections de 2016. Le peuple était prêt à aller jusqu'au bout pour essayer de tourner la page, pour essayer d'aller vers une autre histoire politique, vers un autre régime politique. Alors, puisque le peuple a tendance à s'appuyer, donc la masse a tendance à s'appuyer sur un leader, le peuple avait tellement espéré sur un leader quand, à l'époque, on l'appelait Moïse et maintenant il est en prison. C'est le Moïse du livre, en fait. Voilà. Bon, quoique le Moïse du livre, oui, il m'a été inspiré par le Moïse de 2016, justement. Voilà. Et donc, ce Moïse avait, il faut dire qu'il était populaire auprès du peuple. D'ailleurs, c'est pourquoi le peuple l'avait appelé Moïse, puisqu'on connaît un peu le symbole de Moïse, c'est celui qui Oui. vient sortir Israël de l'Égypte, en fait. Et donc, voilà, donc nous, on s'attendait un peu à ce qu'il vienne sortir le peuple congolais, voilà, d'un certain régime qui n'avait que trop duré pour nous, trop mis du temps au pouvoir. Donc, on espérait vraiment sur lui. Mais seulement, en fait, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi d'autres leaders qui étaient là. On comptait vraiment sur eux. Mais malheureusement, après les élections, notre Moïse se retrouve en maison d'arrêt Mhm. et le peuple demande aux autres leaders, OK, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si vous donnez le mot d'ordre, on va dans la rue et on lance la révolution. Malheureusement, bon, ou peut-être heureusement, d'ailleurs, je crois que c'est même l'adverbe que je devrais employer, heureusement que ces leaders avaient dit non. Et là, tout de suite, le peuple s'était refroidi et le peuple avait décidé de tourner la page définitivement, de ne plus s'appuyer sur les leaders politiques, d'attendre tout simplement que les courants puissent passer par eux-mêmes, parce que de toutes les manières, qui dit mouvement dit forcément changement. Donc, il y a eu cette histoire-là qui m'a inspiré un peu cette fin, comme pour faire comprendre aux gens
que les révolutions n'aboutissent pas toujours. Il y a des révolutions qui atteignent leur but et d'autres révolutions qui ratent. Et c'est ça d'ailleurs qui fait partie de la réalité, du quotidien. C'est aussi ça le réalisme. Donc, je voulais vraiment de cette part de réalisme et de réalité dans le roman. Et d'où cette fin vraiment inattendue. La question, parce qu'il y a un personnage, Stéphane. Donc, Oui. pour connaître le contexte, il faut lire le livre. Donc, la question est, savez-vous, Stéphane, du livre ou pas? Bon, alors, Stéphane, je dirais que c'est le lecteur. Parce D'accord. que il y a, en fait, lorsqu'on lit ce livre, il y a pas mal de questions qui nous viennent. Parce qu'il y a pas mal d'ouvertures quand même dans ce livre. Et du coup, ces ouvertures, il n'y a que le lecteur qui peut les combler. Parce que je fais confiance au lecteur. Quand j'écris, je fais confiance au lecteur. Je sais que le lecteur est intelligent, qu'à telle question, il peut apporter sa propre réponse. Et donc, ainsi, je pense que pour chaque lecteur, l'histoire n'est pas toujours la même. Et je pense même que pour chaque lecteur, la fin n'est pas toujours la même. Hier encore, je discutais avec deux potentiels lecteurs euh, qui avaient écouté des extraits du roman et on discutait un peu avec eux, mais chacun d'eux avait vraiment sa vision du roman. Chacun d'eux comprenait le roman selon sa perspective, en fait, selon la perspective dans laquelle il se retrouvait. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est comme pour dire que oui, il y a un roman qui est écrit, mais selon les lecteurs, le roman n'est pas toujours le même. Donc, d'ailleurs, comme je l'ai dit, la fin n'est pas la même pour tous les lecteurs. Le milieu du roman n'est pas le même pour tous les lecteurs et même le début du roman n'est pas le même pour tous les lecteurs puisqu'il y en a qui me disent que en vrai, ce roman commence par la fin. D'autres me disent, en vrai, ce roman commence par le chapitre 1. D'autres me disent qu'en vrai, ce roman commence par le prologue. Et donc, il y a tellement, tellement de possibilités de compréhension de ce roman que Stéphane est là pour montrer, pour incarner le lecteur qui est omniprésent, voilà, qui est partout et nulle part à la fois. Et c'est à lui, en fait, de compléter tous ses manquements, toutes ses absences, des détails qu'il penserait qui échapperaient à ce roman-là. Donc, c'est à lui d'apporter ces détails. Et c'est lui, Stéphane, puisque c'est lui le témoin, d'une certaine manière, de tout ce qui se passe dans cette histoire. Maintenant, j'ai une question qui concerne plutôt la littérature congolaise en général. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui caractérisent la littérature congolaise, je vais préciser la littérature du Congo? Il y a-t-il des liens avec d'autres littératures du monde, et par exemple antillais? Est-ce que la scène littéraire congolaise est plutôt élitiste ou populaire? Est-ce qu'il est difficile de se faire publier au Congo? Et quels sont les livres populaires? Et ce sont les questions posées par l'écrivain martiniquais Steve Gadet, donc précise. Alors, les caractéristiques de la littérature congolaise. Alors, je pense que les caractéristiques ont changé au fil du temps. Par exemple, fut un temps où la littérature congolaise était très engagée. Lorsque on lit, par exemple, le Pleurer rire de Henri Lopez, et on lit également L'Antépeuple de Sonny Laboutancy, et il n'y avait pas que ces deux-là, il y avait d'autres écrivains qui s'étaient lancés aussi dans cette écriture-là, dans cette littérature engagée, parce qu'il fallait dénoncer et dire des choses. Donc, on était vraiment dans la littérature de l'engagement. Il y a même Tikaya Utamsi aussi, qui était dans cette littérature très engagée.
Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, donc en leur temps, on avait cet engagement. Mais bien avant eux, on a connu Guy Menga, qui avait aussi qui avait sa littérature à lui, son engagement à lui. Il y avait Jean Malonga, qui aussi a reflété une certaine littérature congolaise de son temps. Voilà, donc je pense qu'à chaque époque, il y a eu un vent, un courant qui s'est imposé et qui a saisi plusieurs auteurs, plusieurs romanciers congolais. Des liens avec la littérature extérieure, par exemple, avec la littérature antillaise. Je crois que toutes les littératures sont interconnectées parce qu'on utilise, on fait appel à des notions de poésie déjà, et la poésie, elle est universelle. Donc, ce qui fait que la littérature aussi, elle est universelle pour moi. Je considère ça comme ça. La littérature, elle est également universelle. Euh, Au-delà de ça, il y a les figures donc, de style qui sont les mêmes, employées partout. Voilà, donc ce qui crée déjà des liens. Donc, sur le plan stylistique, on peut trouver des liens. Et du coup, sur l'exploitation de la langue, là également, même si les expressions ne se ressemblent pas, mais n'empêche qu'on a toujours cette influence-là, on se laisse toujours influencer par le langage de chez nous, par la façon dont on communique chez nous, par la façon dont on présente les choses, on présente les faits, la façon dont on appréhende un sujet chez nous. Il y a cette influence-là qui nous saisit, qui nous emporte dans notre processus créatif. Et donc, pour moi, ça constitue un point commun vers toutes les littératures, et qu'elles soient écrites en anglais, en espagnol, en français. Pour moi, non, toutes les littératures sont liées. Maintenant, ce sont peut-être les courants qui essayent d'apporter une certaine différence, ou encore les histoires qui sont là, qui sont assez différentes, puisque généralement, on écrit en s'appuyant sur son quotidien, sur ce dont on est témoin, sur ce qu'on sait. Et donc, un Antillais va écrire généralement sur les Antilles, un Congolais va écrire généralement sur le Congo, donc sur tout ce qui entoure le Congo. Mais encore, le point commun entre les Antilles et le Congo, c'est aussi cette littérature qui, quelquefois, condamne la colonisation, qui condamne l'esclavagisme, qui condamne le racisme. Donc, il y a ça aussi comme lien, voilà, entre la littérature congolaise et la littérature antillaise, mais pas que. Comme je l'ai dit en amont, pour moi, toutes les littératures sont interconnectées, et ce, dans plusieurs domaines. Alors, à la question, est-ce qu'il est facile de se faire éditer? Mais bon, le monde de l'édition n'est pas facile. En Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, ce n'est pas facile. Il y a un phénomène qui se répand partout et qui, pour moi, contribue à tuer aussi la littérature. Donc, c'est le phénomène le phénomène des maisons d'édition à compte d'auteur. Et il y a des maisons d'édition à compte d'auteur qui sont masquées, qui se présentent comme des maisons d'édition à compte d'éditeur, mais qui vous demandent parfois dans le contrat d'acheter 60 exemplaires de votre propre bouquin pour vous faire éditer. Et quand on va on va dans le fond, en fait, on constate que parce qu'ils prétendent imprimer parfois 100 ou 200 exemplaires, généralement c'est 300 exemplaires, mais quand on va dans le fond, on réalise qu'ils n'impriment que les exemplaires que vous achetez. Et ça, c'est dommage en fait. C'est dommage. En même temps, ces maisons d'édition permettent quand même aux gens de se faire entendre.
Voilà, donc c'est vraiment un couteau à double tranchant. Donc, il y a, il y a son aspect positif, tout comme il y a son aspect négatif. Mais sinon, pour trouver une vraie maison d'édition digne de ce nom, non, ce n'est pas facile. Et c'est ce qui fait que les gens aspirent souvent voilà, à se faire éditer en Europe ou aux États-Unis. Voilà, parce que c'est là-bas, c'est sur ces continents que la littérature vit le mieux et vit le plus. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on essaie d'écrire ici, lorsqu'on est édité ici, on aspire souvent à conquérir un public européen ou un public américain, parce qu'on se dit que de toutes les manières, on n'écrit pas que pour un peuple précis, on écrit pour le monde, pour que ces écrits s'évadent, ces écrits voyagent, voilà, qu'ils se laissent transporter par le vent. Voilà. Donc, il y a cet aspect cette réalité qui est vraie hein, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc, non, le monde d'édition, il est très complexe. Il est très complexe. Néanmoins, il y a des gens qui essayent de faire de leur mieux. J'ai cité les éditions Plus, voilà, qui essaient de faire de son mieux. Il y a les Lettres Mouchetées qui essaient également de faire de leur mieux. Donc, ce sont pour moi les deux maisons d'édition qui jusqu'à présent sont les plus sérieuses ici au Congo. Donc, qui essaient tant bien que mal de faire vivre les auteurs voilà, de leurs œuvres, en fait. Donc, mais sinon, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Merci beaucoup, Fanatiki, pour cette interview qui était très enrichissant et très intéressant. Merci Merci. pour votre temps et pour votre livre. Non, mais à moi également de vous dire un merci. Merci pour cette attention, parce que pour un jeune auteur comme moi, chaque marque d'attention reste là, en fait. Ça reste là dans le cœur et c'est vraiment indélébile, ça ne s'efface pas. Et comme j'aime à le répéter aux gens, vous n'étiez pas obligé de me contacter pour me proposer cette interview. Et ça me touche en fait. C'est une grosse marque d'attention qui me touche. Donc, merci, vraiment un grand merci au Cercle ouvert ASBL. Et en tout cas, comme aurait dit un certain président, comprenez mon émotion. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir pour nous aussi. Voilà.